a été qualifiée d'année d'échec au niveau scolaire dans le système éducatif haïtien suite aux résultats catastrophiques enregistrés tant au niveau de la 6e année, 9e année, première et philo. Suite à ces résultats qui ont été plutôt déshonorables pour le système éducatif haïtien, le ministère de l'Éducation nationale a pris 12 mesures. 12 mesures qui doivent donner une certaine qualité au système éducatif haïtien. Avec le titulaire du ministère de l'Éducation nationale, M. Nesmira Niga, aujourd'hui. On va parler de ces mesures. On va aussi en profiter pour faire un tour d'horizon sur le système éducatif haïtien. On va parler du nombre d'écoles recensées, du nombre d'enseignants qui ont eu un parcours académique dans le système, du nombre de déperditions scolaires et d'autres choses qui concernent de près ou de loin l'éducation en Haïti. Bonsoir, Monsieur le ministre. Merci de nous recevoir. On va commencer tout de suite avec une question. Comment va le système éducatif haïtien aujourd'hui? Merci, Gaspard Noël, d'avoir transporté votre plateau au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc, je suis heureux de vous accueillir dans cette maison, la maison de tous les jeunes du pays, de tous les adolescents, de pratiquement tous ceux-là qui sont intéressés à la chose éducative. C'est vrai que je viens tout juste de boucler 6 mois à la tête de ce ministère, 6 mois qui paraissent presque 6 ans, parce que nous avons démarré dans un contexte extrêmement complexe et délicat. Il y a eu la grève. Justement, la grève de 2 plateformes syndicales, dans une période de négociation salariale, de négociation sur la condition enseignante. On a démarré encore à quelques jours, vous en faisiez allusion, quelques jours des examens nationaux. Et vous l'avez dit vous-même, 6e année, 9e année, donc de première, de terminale. Et pratiquement c'était aussi à quelques jours de la préparation de ce qui était la rentrée scolaire du mois de septembre. Donc c'était un moment assez compliqué. Mais vous avez commencé aussi à un moment très symbolique, il y a eu l'assise. Les assises, effectivement. Ce qui était quand même une excellente chose. Alors il se trouve que j'étais déjà impliqué dans l'organisation de ces assises, de par les autres fonctions que j'occupais bien avant d'être ministre de l'Éducation. Donc je n'étais pas nécessairement nouveau au niveau de ces assises. Et effectivement, il faut rappeler qu'on avait démarré avec ces assises, qui sont une excellente initiative du président de la République qui a été confiée à un groupe de travail formé de scientifiques, de praticiens, de professionnels et d'hommes d'affaires aussi. Absolument, et intéressés à la vie éducative. Donc voilà, je pense que 6 mois après, les questions que vous posez m'interpellent différemment, parce qu'il se trouve que, et je préfère d'entrée de jeu le dire, quand bien même les résultats auraient été excellents, je pense que les 12 mesures tiennent. Quand bien même 100% des enfants haïtiens auraient réussi les examens nationaux, je pense qu'il y a un certain nombre de décisions critiques, importantes, urgentes, que le système éducatif se doit adresser. Et je dois vous dire que bien avant la divulgation au niveau du public de ces résultats, et bien avant même que ces résultats n'existent, on avait déjà commencé à réfléchir sur un certain nombre de dispositions qu'il fallait prendre, question d'accélérer la mise en œuvre du plan opérationnel actuel 2010-2015. Et n'oubliez pas, je suis aussi arrivé dans un contexte où le gouvernement, et notamment le Premier ministre de la République, m'avait personnellement remis des termes de référence qui allaient dans le sens de recadrage d'un certain nombre de chantiers mis en œuvre au sein du ministère, dont le programme de scolarisation universelle gratuite obligatoire. Donc c'était dans un contexte pratiquement d'ajustement, de recadrage, de renforcement de l'action éducative, afin que je prenais fonction et dans une logique de continuité de décisions prises par mon prédécesseur et d'autres bien avant, parce que de toute façon, une réforme éducative s'inscrit de toute façon sur la durée. Absolument. Mais même vous êtes en mesure aujourd'hui de nous dire, de faire un état des lieux de l'éducation en Haïti aujourd'hui. Bon, on le sait tous, l'éducation en Haïti va mal. Les résultats en témoignent.
le côté pratique, les éléments qui sortent de ce système ne sont pas toujours des éléments performants. Aujourd'hui, on doit dire quoi si vous devez ajouter quelque chose sur l'état de santé de l'éducation en Haïti? À côté des faits relatés. Bon, la première caractéristique de ce système à laquelle peut-être très peu de gens prennent attention, c'est un système d'exclusion, un système qui trie la soie. Un système d'exclusion parce qu'il a fallu attendre très longtemps, trop longtemps après 1804, pour que 90% des enfants d'âge scolaire aient une goutte dépensée. Sur 1000 élèves qui entraient à l'école d'une génération, 26 seulement en sortaient. On sortait avec le diplôme d'études secondaires. Aujourd'hui, en 2014, le taux de déperdition est à combien? Ce qui va nous conduire directement et rapidement dans la première mesure que le ministère a adoptée. C'est le permis d'enseigner. Maintenant, un permis d'enseigner, on l'accorde à quelqu'un à qui on a évalué. On n'a pas fait cette année. C'est pourquoi on accorde un permis provisoire d'enseigner. La prochaine étape, ce serait quoi? Vous allez évaluer les professeurs et ceux qui sont qualifiés auront ce permis d'enseigner. Vous allez faire quoi? C'est quoi la prochaine étape après cette mesure, cette disposition? Justement, c'est là qu'on voulait arriver. La prochaine étape, après les avoir recensés, vous leur accordez maintenant un permis provisoire d'enseigner. Maintenant, pour avoir le permis d'enseigner tout court, quelles conditions faudra-t-il réunir? Et comment vous allez procéder? Est-ce que ce sera effectif dès l'année académique 2015-2016? Ah non, présentement c'est provisoire. Permis d'enseigner. Le reste, parce que de tout temps, on a ce chiffre connu, admis par l'ensemble des partenaires de la communauté éducative. 85% des enseignants en salle de classe n'ont pas nécessairement toutes les qualifications et les compétences requises pour être en salle de classe. Alors, on dit souvent, le ministère, c'est ce que je dis, on ne peut pas chasser 85% parce qu'ils n'ont pas rempli toutes les conditions pour être enseignants dans le système. Sinon, on ferme l'école. On est dans une stratégie d'accompagnement, de formation, de mise à niveau, de qualification des enseignants qui sont en salle de classe. Vous avez les moyens. Ils ont 2 ans pour se mettre à niveau, parce qu'il ne faut pas oublier que parallèlement, il y a quand même 3000 jeunes formés qui attendent et qui frappent aux portes pour entrer dans l'enseignement, parce qu'ils ont fait des écoles spécialisées, ils ont les diplômes qu'il faut, et qui veulent faire des stages pour entrer dans le système, passer le concours pour entrer dans le système, quand c'est la fonction publique, et ou pour aller dans la fonction, ou pour solliciter et être embauché au niveau du secteur privé de l'éducation. Est-ce qu'on a les moyens? Oui. Pour faire... Ces moyens sont en train d'être constitués. Ces moyens sont en train d'être constitués. Et actuellement, il y a pratiquement un mapping, un état des lieux de l'ensemble des institutions publiques, parapubliques, privées qui offrent des formations continues, initiales et ou continues dans le domaine de l'éducation, de la formation liée à, que ce soit pour le préscolaire, pour le fondamental et le secondaire. Question d'homologuer et d'accréditer aussi ces institutions qui vont être reconnues, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis sûr qu'un enseignant ne va pas perdre son temps, voire payer son argent pour aller suivre une formation dans une institution, un institut qui ne serait pas reconnu comme tel, accrédité par le ministère pour délivrer cette formation. C'est ce qui nous conduit à la deuxième mesure, c'est la carte d'identité de l'établissement. Alors, cette mesure vise à faire quoi exactement? Recenser les écoles,
voir si les écoles, les établissements remplissent les conditions pour être des établissements d'enseignement. C'est quoi exactement l'objectif de cette mesure? Je vais vous dire la chose suivante. Le ministère a toujours eu des règles très claires, sauf à manquer souvent de moyens pour les mettre en œuvre. Au moment où on se parle, et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un dispositif nouveau, on rappelle, on reprécise et on prend des décisions par rapport à ça. Mais le ministère a toujours dit, avant qu'elle autorise une école à fonctionner, elle est la seule d'ailleurs à pouvoir autoriser à ce que l'école ouvre ses portes, il faut que ça se fasse sur la base d'un dossier validé. Et ce dossier doit être transmis 6 mois avant pour analyse et étude. Et ce dossier comprend des informations sur la qualité du bâti scolaire, les conditions de mobilier, ça c'est pour la partie infrastructure et équipement, et des informations sur tout ce qui est pédagogique, donc les maîtres mobilisés, les profils de ces maîtres, le chef d'établissement, donc le directeur de l'école, son profil, 6 mois avant. Vous avez fermé beaucoup d'écoles dans ça? Non, on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui, parce qu'on ne l'a jamais appliqué. Parce que ce qui arrive, beaucoup de gens de bonne foi construisent une école et après va demander l'autorisation. Ou démarrent et après demandent l'autorisation. Et ça se fait par beaucoup de gens, même de bonne foi, qui construisent et après viennent dire au ministère, je vous donne l'école. Déjà qu'il faut mettre le maître, il faut savoir où sont ces maîtres, parce que c'est aussi important quand il s'agit d'école nationale ou d'autres établissements d'enseignement public. Donc ceci demande qu'on respecte les règles du jeu. Puisqu'on se retrouve avec une quantité importante d'établissements scolaires qui n'ont pas suivi le cheminement correct, alors là, qu'est-ce qu'on a décidé? Partout où il y a des enfants, même si l'établissement a une licence ou pas, cette fois, c'est comme si on faisait une amnistie. Tout le monde aura une carte d'identité d'établissement, mais qui n'est pas un permis de fonctionnement. Et cette institution dispose aussi de 2 ans pour se mettre en règle. Autrement dit, tous ces enseignants doivent détenir, ou à partir de maintenant, un permis provisoire d'enseigner ou un permis d'enseigner. Et le chef d'établissement a un profil qui correspond au profil d'un chef d'établissement, du directeur d'école aussi. Ça a été toujours la règle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes, et au-delà de l'anecdote, beaucoup de choses qui arrivent. Vous savez, même que les gens sont ingénieux quand il s'agit de contrôler la loi. Beaucoup de gens montent des dossiers qu'ils empruntent d'un autre établissement pour avoir la licence et le permis de fonctionner. Gaspard Dorélien a un profil pour un bon directeur. Donc, je demande à son établissement de me prêter son CV. J'emprunte le CV et je fais la même chose pour les enseignants. Donc, je viens avec dans mon dossier, en annexe, il y a une vingtaine de profs bien formés, mais qui sont des emprunts, parce que ces profs ne sont pas véritablement des profs de cette école. Vous avez ces écoles pour vérifier que ces écoles n'ont pas calqué ces dossiers de l'autre. Bon, si je suis capable de parler de cette réalité, c'est parce qu'on en a conscience. On en a conscience et on sait comment ça pourrait se passer dans certains cas. Heureusement, c'est pas. Bon, ça devrait pouvoir aider à résoudre un problème sérieux, c'est la population des écoles borlaises, comme on les appelle en Haïti. Maintenant, des écoles borlaises aussi donnent des résultats médiocres. Là, on va passer tout de suite côté évaluation. C'est une mesure qui n'est pas nouvelle, puisque cette mesure a été instituée dans le décret du 30 mars 1952, l'élimination des examens 6e année fondamentale et aussi de la méthode. Bon, alors, une critique que j'entends souvent sur le système éducatif, on dit qu'on investit beaucoup plus pour évaluer les élèves que pour les former. Est-ce que l'élimination de ces examens de la 6e année de la méthode
devrait permettre à l'État de faire des économies et de peut-être investir cette argent économisé dans la formation. Est-ce que c'est ça l'objectif? Ça peut être une conséquence, mais ce n'est pas la mesure. C'est pas ce pourquoi la décision a été prise. Déjà, en 1982, on a redéfini l'école haïtienne. Parce que comment était faite l'école haïtienne avant? On avait une éducation de base gratuite obligatoire qui durait 6 ans. Parce qu'à l'époque, on estimait que 6 années suffisaient pour qu'un enfant ait les compétences minimales de base pour passer au stade du secondaire. Et le secondaire était très long, 6 années aussi, pour qu'on puisse apprendre ce qui correspondait au rudiment de ce qu'un jeune doit avoir, un adolescent, pour arriver en classe terminale. Et à ce moment-là, le système était un système à l'ancien. Donc, l'État avait des examens officiels pour évaluer l'éducation de base, qui s'arrêtait à 6 ans. Donc, on avait les examens 6 ans après, c'est certificat d'études primaires. Et on avait 2 examens pour évaluer le secondaire, parce que ce secondaire était très long, de 6 années. Et à ce moment-là, on mettait un examen, un premier examen en terminale 1, et moins d'un an, ou pratiquement un an après, on avait un deuxième examen officiel pour les mêmes matières, alors que l'État venait juste d'évaluer un an plus tôt. À la limite, il y avait la philo qui était en plus. Avec des cours faramineux en plus. Donc. Alors, pédagogiquement, ça veut dire quoi? Au niveau de la 6e année, il y avait déjà un problème. D'ailleurs, ça ne résoudait absolument pas. Il y avait les résultats étaient mauvais. C'est un système qui triait avec beaucoup de redoublements, avec des abandons, comme on citait. Cette école allait très mal. En plus, 6 années au niveau comme éducation de base donnée à un enfant était très peu suffisante pour permettre à l'enfant ou d'entrer à l'école professionnelle ou d'aller dans le secondaire classique à l'époque. Et très peu de fait allaient à l'école professionnelle. Et très peu arrivaient au niveau du secondaire de cette école. Depuis 1982, comme beaucoup de pays l'ont fait, aujourd'hui, la littérature scientifique sur l'école de base, l'éducation de base, nous dit que 6 ans, c'est trop peu. 6 années d'éducation gratuite pour un État, c'est trop peu. Il faut repousser à 9 ans. Et 6 années d'éducation obligatoire, c'est trop peu. Il faut repousser à 9 ans. Et l'enfant a le temps d'apprendre davantage de choses pendant le cycle de gratuité et pendant le cycle obligatoire. Pratiquement tous les pays ont repoussé ce cycle. Donc l'éducation de base devient gratuite obligatoire sur 9 ans. C'était ça le premier élément de la réforme. Très peu appliqué parce qu'on a continué à construire des écoles toujours dans le modèle d'école primaire à 6 salles de classe, au lieu de construire à 9 salles de classe. Et on a continué à avoir des inspecteurs qui vont inspecter jusqu'à 6 ans, formés pour être inspecteurs de 6 ans, et d'autres qui ont continué dans l'ancien modèle pour être inspecteurs de secondaire des 6 années. C'est pourquoi on a toujours maintenant un 3e cycle du fondamental qui sont les 3 premières années de l'ancien secondaire et qui sont même logés dans le secondaire. Vous voyez un peu comment il y a le système hybride. Qu'est-ce qui se passe pour que le public comprenne? On a basculé à demi sur la réforme de 82. À demi pourquoi? On a gardé les 6 premières années d'éducation gratuite obligatoire. On fait un examen. On fait un deuxième examen pour 3 ans plus tard. Ça nous fait 2 pour le même cycle d'éducation de base. Et 3 ans plus tard, un autre. Et après, on fait qu'est-ce qui se passe? Là, déjà, je demande à quiconque de me citer un seul pays qui arrive à faire 4 examens officiels. Personne ne peut me citer un. Alors, ce n'était pas rationnel du tout. En plus, qu'on a des limites côté financier. Non, je ne veux même pas arriver à ça, parce que si on arrive à ça, on va encore dire le financier, il compte beaucoup d'argent, il ne voit pas le pédagogique. Mais je veux qu'on me cite un pays qui organise 4 examens d'État. Bien sûr, un pays peut organiser autant d'évaluations. Et chaque année, il y a une évaluation pour évaluer les apprentissages et voir comment les compétences qui sont installées. Chaque année. Maintenant, c'est les écoles. Maintenant est-ce que
officiellement, on mobilise le pays et on donne un certificat officiel 4 fois pendant les 12 années de scolarité d'un enfant, pour les pays qui en ont 12, pendant les 13 années de scolarité pour les pays qui en ont 13, comme le nôtre. Non. Non. On n'est pas capable, mais c'est un pays qui a 4, où l'État investit, on se mobilise pour 4 fois. Alors, c'est vrai, vous soulevez un point important. Pour la même population scolarisée en République dominicaine, pendant que là-bas, dans une année, ils dépensent 2 millions de dollars pour faire les évaluations, nous en dépensons 16 millions. C'est des chiffres réels. Bien sûr, ça fait 500 millions de gourdes pour faire les examens à ces 4 niveaux. Sans compter ce que les parents paient aussi et financent pour de nouveaux uniformes, et paient dans certains cas pour des frais, les examens. Des frais, les examens. Et c'est bien plus que 7 millions de dollars américains. Mais c'est même pas ça le propos. Donc ce qu'on dit, nous avons 2 cycles, et comme partout ailleurs, on évalue le cycle. On l'a repoussé à 9 ans. D'ailleurs, il faut que l'État évalue mieux, mais évalue plus tôt. On n'aurait même pas dû attendre 6 ans pour qu'on évalue véritablement quelles sont les compétences qui sont installées chez un enfant. On n'a pas à attendre un examen officiel national avec un diplôme qu'on va délivrer, que le ministre va signer, pour s'assurer que les enfants abandonnent trop tôt. Donc nous, ce qu'on dit, on n'élimine pas la 6e année, on le fait plus tôt. Dès la 4e, 4 ans, il y aura un examen officiel? Un examen, pas officiel, une évaluation nationale. Officiel veut dire que l'État te délivre un papier, le ministère, en disant que l'attestation. Une évaluation nationale. Une évaluation nationale. Je sais à l'intérieur des écoles même que ces évaluations ont lieu, non? Même toutes les évaluations ont lieu à l'intérieur des écoles, ça ne se fait pas ici au ministère. Non, quand je parle d'évaluation, c'est l'école à sa discrétion qui fait des examens, qui propose le texte d'examen et qui évalue. Non. Voilà comment ça va se passer. D'abord, pourquoi on propose une évaluation nationale? C'est dans le document. Les gens lisent une partie et la suite de l'autre partie. Quand vous lisez les 12 mesures, vous voyez qu'il y a une évaluation nationale, 4e année, qui dit d'une manière très claire qu'on veut s'assurer plus tôt. On ne va pas attendre 6 ans pour constater les échecs qu'on a. Parce que si on attend 6 ans, comme on faisait les examens du certificat d'études primaires à 6 ans, on laisse de côté les 33% qui abandonnent. Et on ne tient pas compte des 33% qui redoublent bien avant 6 ans. Or, il faut plutôt qu'il y ait moins d'enfants qui redoublent et qu'il y ait moins d'enfants qui abandonnent. Donc, c'est déjà une erreur que d'attendre 6 ans pour faire une évaluation officielle. On le fait plus tôt. Dès la 4e année, on fait une évaluation nationale. Et ça, il y a plusieurs pays il y a plusieurs modèles qui existent. C'est une évaluation diagnostique. Parce que ces évaluations qu'on fait aujourd'hui, auxquelles les gens s'accrochent, n'ont rien de réflexif. On fait les évaluations pour compter qu'un enfant passe ou ne passe pas. Personne n'utilise les résultats pour renforcer ce qui se passe en salle de classe. Une évaluation, c'est pour l'examen, c'est pas pour dire que l'enfant échoue ou réussit. C'est pour s'assurer qu'après coup, on retourne sur le chemin du savoir, de la transmission de savoir, et qu'on l'améliore. Jusqu'à présent, personne n'a dit que l'échec, c'était sur les maths, ou sur les sciences sociales, ou sur la chimie, et à ce moment, il faut davantage former les maîtres, ou davantage de laboratoires, ou davantage d'heures sur ces matières, pour qu'on arrange. Parce qu'une évaluation, ce n'est pas pour dire que l'enfant a échoué ou l'enfant a réussi. C'est surtout pour savoir comment améliorer, s'assurer que la compétence est installée, la discipline, dans la salle de classe, ça se passe de la bonne façon, que le manuel est adapté, est approprié. Personne ne revient sur véritablement les examens. On peut en faire 50. Ça n'améliore pas l'apprentissage. Le but de l'école, c'est pour que tous les enfants réussissent. Ce n'est pas pour sanctionner uniquement un enfant. C'est ça le véritable débat. Donc, dans la 4e année, bien sûr, le ministère choisit les items. Bien sûr, le ministère choisit l'examen. Mais on ne va pas, on va superviser comment ça se passe au niveau des écoles. Et on va utiliser les résultats pour savoir que les déficiences sont en lecture,
les déficiences sont en mathématiques, les déficiences sont en écriture, les enfants arrivent en 6e année sans savoir écrire véritablement, sans savoir lire correctement une phrase de manière intelligible. Ça, on peut le savoir plus tôt. Et on va agir plus tôt. Et ça, c'est sur notre école. Ça, c'est l'évaluation véritable au niveau national. L'évaluation de l'école que vous entendez, vous dites maintenant désormais laisser les dispositions qu'un enseignement au niveau secondaire. Cette mesure doit aboutir à quoi? Non, les lycéens sont désormais au niveau secondaire. Dans les lycées, il y aura. Ah oui, non. Ok, d'accord. Mais bien sûr. Parce qu'on a une école fondamentale de 9 ans, une école de base. Notre primaire maintenant n'a plus de 6 ans de 9 heures. Si les gens veulent mieux comprendre. C'est l'éducation de base. Ça arrête depuis 1982. L'ancien 4e secondaire, 9e année. Et le secondaire est de 4 années. Puisque malheureusement cette réforme n'a jamais véritablement été mise en place, on a continué à construire des écoles pour le primaire de 6 ans. De telle sorte que les 3 autres années du secondaire, le 3e du primaire, du fondamental, l'école fondamentale de 9 ans, sont logées dans le bâtiment du lycée. On est d'accord? Bon, ça ne doit plus être le cas. D'ailleurs, c'est pourquoi. Maintenant, le lycée, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Tout nouveau lycée construit aujourd'hui, dans les zones géographiques où les enfants peuvent aller à l'école, dans une école fondamentale complète, parce que non plus, on ne va pas laisser des salles de classe vides, parce qu'on veut absolument faire un lycée de 4 années. Bien sûr, la mesure dit, partout où c'est possible, on fait cette déplantation. Et une autre mesure qui n'est pas là, mais qu'on invite les gens à faire, les bailleurs, on vient d'avoir une revue avec la BID, la Banque interaméricaine de développement, avec la Banque mondiale, et c'est le cas avec différents comptes bailleurs, et on leur dit la chose suivante. Désormais, quand vous voulez construire une école, un lycée pour le gouvernement, pour l'État haïtien, pour le pays, la règle, c'est que notre école fondamentale, comme chez vous, est de 8 ou de 9 ans. Et comme chez vous aussi. Donc il est devenu important aujourd'hui qu'avec l'ensemble des partenaires, effectivement, publics, privés, qu'on réalise qu'il nous faut construire des écoles fondamentales de 9 salles de classe, avec les 2 du fondamental. Et en plus de cela, qu'on s'ajuste autant que faire se peut pour qu'on fasse la dégradation entre le secondaire et l'école gratuite obligatoire de base de 9 années. Et ça veut dire aussi une école de qualité. La preuve, c'est ça de qualité. Je vais vous dire, ça va même encore plus loin. Parce que, figurez-vous, à compter de maintenant, le ministère ne va plus faire des commandes de bancs pouvant où 3, 4, 5 enfants peuvent s'asseoir en même temps. Quelle est la grande différence? Et au niveau pédagogique, qu'est-ce que ça change? Ça modifie l'école, ça révolutionne l'école. Un enfant par table-banc, un enfant par chaise, il y aura très peu de possibilités de surpopulation, encore bien moins, parce qu'on ne va pas être étouffé. Mais l'autre chose, ça change la dynamique de groupe au niveau de l'école. Ça permet à l'enseignant d'être dans une autre posture et à l'enfant de pouvoir co-apprendre, de pouvoir discuter avec eux. Parce que nous pouvons être assis de manière séculaire autour d'une table pour que les enfants se regardent dans les yeux, apprennent à discuter ensemble, à travailler ensemble. Ah, il y aura une certaine configuration aussi. Il y a très peu de pays qui font la qualité d'éducation où la salle de classe est organisée de façon militaire tout le temps. Si, ça peut être le cas, dépendamment du cours qu'on fait. Mais il y a des cours qui demandent des interactions, qu'on travaille ensemble, qu'on apprenne ensemble, qu'on co-dessine, que les enfants apprennent à discuter entre eux ensemble. Et quand vous allez utiliser les nouvelles technologies, mais par définition, la nouvelle technologie, elle est d'intelligence circulaire, interactive. Ça facilite la pédagogie active. La passivité
Le parkeurisme, comme on dit, vient du fait qu'il y a une disposition militaire de la salle de classe où le maître est en face, il est le maître, il est dans une posture, il détient tout, il a ses disciples en face, qui n'ont même pas le droit à la parole, qui n'ont pas le droit de poser des questions, qui n'ont pas le temps à perdre, qui sont des récepteurs passifs, parce que voilà la disposition. Mais vous regardez les salles de classe dynamiques, où les enfants sont contents d'aller à l'école, discutent entre eux, apprennent ensemble, où l'enfant apprend lui-même, et apprend comment apprendre. La disposition est différente. Je fais des outils pédagogiques. Exemple de distraction, ça, c'est pas plus de vie. L'enfant n'apprend plus uniquement des tableaux numériques, des postes de télé, etc. Le maître peut faire des mini-ateliers, des petits groupes qui travaillent ensemble. Vous savez, mais non, est-ce qu'on est prêt à supporter? Est-ce que vous savez combien ça coûte au pays de ne pas avoir le nombre de maîtres formés? Est-ce que vous savez combien ça coûte au pays en termes de, de chômage? On a mais pour que la population c'est pas juste des mesures à l'oral, que ces mesures vont pouvoir être atterries, on va pouvoir atterrir ces mesures. Donc là, on doit aussi questionner les moyens. Est-ce que nous avons les moyens d'avoir des salles dynamiques? Décider par exemple d'un matin qu'on ne met plus les tables bancs, mais dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura une réalité où chaque enfant pourrait être dans son propre siège, sur sa table. Ça ne coûte pas énormément plus cher que ça. Il suffit juste de le décider. Ça, c'est pas seulement de la disposition des chaînes. Maintenant, sur tout ce qui est numérique et tout le reste. Justement, je parlais des autres outils pédagogiques. L'État aujourd'hui dépasse on dépense déjà 16 millions de dollars américains par année. C'est pas énorme, mais c'est quelque chose. Quand vous avez ces deux années, la sixième année, vous faites bien l'école déjà? Je ne veux pas faire le calcul économique parce que ce n'est pas le but de l'exercice. Peut-être qu'on va le réinvestir pour faire autre chose. Mais c'est évident pour faire c'est évident. Bien que cette année, on en a fait. Mais on peut le réinvestir dans autre chose. De toute façon, l'éducation nationale a besoin de deux choses. De plus d'argent et de mieux d'argent. Il faut apprendre à dépenser mieux. Plus intelligemment. Parce que cette nouvelle génération ne va plus apprendre de manière traditionnelle. Parce que dans son environnement, il voit autre chose. Il écoute autre chose. Il a un téléphone intelligent. De plus en plus, je pense que... Autre chose qui pourrait... C'est l'essentiel, c'est fondamental. C'est les élèves. Les écoles sont suffisants de bibliothèques. C'est le non-sens, c'est une absurdité. Je pense que nous sommes peut-être le seul pays où on construit une école sans bibliothèque, sans livre. Les élèves ont des manuels scolaires qu'ils récitent, ils apprennent des choses ici, mais ils ne peuvent pas rêver, ils ne comprennent pas. C'est le cas personnellement. Il y a beaucoup de choses à l'école. Donc je me demande encore. La vie est grisée. On connaît toute la litanie de choses qu'on récitait. Oui, alors maintenant, est-ce que dans cette nouvelle mesure, vous avez vu, enfin, il n'y a pas eu cette mesure de façon spécifique, peut-être que c'est sous-jacent à cette mesure qui sont là, mais une école sans bibliothèque, est-ce que va avoir cette qualification? Les élèves, quelqu'un qui a la réponse, vous avez posé la question, vous avez la réponse. Oui, mais c'est pas ici. Est-ce que dans les nouvelles contraintes, vous allez poser aux maîtres d'école, est-ce que la présence du texte permettez-moi de vous dire une chose. De toute façon, cette école dont vous et moi aujourd'hui nous sommes en train de parler, que nous tous nous rêvons, j'espère moi voir cette école. Parce que ça prendra du temps. Cela prendra des générations. On doit démarrer aujourd'hui. On doit continuer à renforcer ce qui est en cours aujourd'hui. La gratuité scolaire. Arriver à 100% de taux de scolarisation. Avoir des maîtres formés pour chaque enfant en salle de classe. Avoir une école
disposé différemment où l'enfant est heureux de se lever le matin, est content d'aller et où l'enfant apprend très vite. Pourquoi il y a autant d'échecs aux examens? Mais c'est sur quelques matières qu'on connaît. Sur les maths, les enfants haïtiens, sur tout ce qui est scientifique, décrochent. Il n'y a pas de matériel adapté. Moi, j'ai appris péniblement à comprendre les maths, tardivement, trop tard. Combien? Il y a très peu de maîtres formés aussi, véritablement, pour transmettre l'amour et la joie d'apprendre tout seul les maths. On fuit la salle de classe quand on parle de maths. Ou de chimie. Ça reste dans des abstractions. Ou de physique. C'est de ça dont on parle. Mais on ne peut pas être dans une salle de classe à 100 enfants, assis, entassés en sardine de manière, une disposition comme ça, où le maître est en face, il lit des notes et les enfants apprennent. On sait très bien comment peut-on prétendre que les résultats soient différents. C'est pas possible. Maintenant, pour les écoles publiques surtout, là vous avez un niveau d'action tant sur les écoles publiques, puisque c'est juste des écoles. On contrôle les écoles. Vous avez plus de niveau de public, vous savez pas. Est-ce que les nouvelles, je ne sais pas, les lycées, les nouvelles écoles. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais vous dire une chose suivante. Je vais vous dire la chose suivante. Et je profite de l'occasion pour faire cette clarification. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'on est à 20% l'école publique, à 80% l'école privée. C'est faux, pour deux raisons. Déjà, il faut faire une nuance. Dans les 80% d'écoles privées, il y a beaucoup de petites écoles à 2 salles, à moins de 100 enfants. Quand on prend le nombre d'effectifs, déjà les anciennes statistiques que j'attends qu'ils soient renouvelées, actualisées, on a 40% des effectifs dans les écoles publiques. Dans les anciennes statistiques, 40% des effectifs sont des écoles publiques. Et quand on rajoute à ça le nombre d'écoles subventionnées par le privé subventionné, dans beaucoup de pays, les écoles privées subventionnées sont semi-publiques ou sont pratiquement publiques en fonction de la façon dont la nomenclature est faite. Donc comment je peux subventionner une école à 70%, à 80%, à 50% et dire que je n'ai pas le contrôle? Donc quelque part, il faut qu'on revoie un peu la façon d'aborder les choses. Je voulais faire cette nuance. Okay. Pour les écoles publiques, je vous aménage. Est-ce que maintenant il y a des effets d'assurance? C'est une préoccupation. Je sais que beaucoup par parents. C'est là où je suis d'accord qu'il ne faut pas être à l'oral. Voilà. On ne va pas prendre une mesure qu'on ne peut pas implémenter demain matin. On peut l'exclure dans la durée. Ça peut être une perspective. On pourrait décider qu'à partir de l'année prochaine et graduellement, que les manuels ne seront pas donnés, mais seront dans un système de prêt où l'enfant va échanger l'ancien manuel avec ce manuel actuel, avec l'ancien qu'il avait, de façon à assurer qu'il n'y ait pas trop de gaspillage. On peut améliorer le système. Je sais qu'à l'année scolaire, on ne sait pas où ils sont. On réachète. Il n'y a pas un souci de garder le livre en bon état parce que de toute façon il est donné, ou il est en subvention. Et puis bon, bref, je pense que ce sont des réflexions qu'on est en train de conduire sur le livre, sur la durée du livre, sur l'utilisation du livre, sur l'utilité du livre. Parce que beaucoup de manuels subventionnés ou donnés ne sont pas utilisés en salle de classe. Ou même si utilisés, ne sont même pas utiles par rapport à cette nouvelle école dont on est en train de parler. Il y a une réflexion sur le livre qu'on va avoir. Ça, il n'y a pas de doute. Je suis d'accord. Mais aussi sur la bibliothèque. Parce que les livres scolaires, ce ne sont pas seulement des livres utilisés dans le cadre de l'apprentissage qui conduit à l'examen. On ne va pas seulement en classe pour apprendre, pour réussir un examen, mais pour s'éduquer de manière générale et avoir une curiosité intellectuelle sur différentes disciplines, ce qui nous ouvre les bibliothèques. J'ai entendu récemment que les élèves en Haïti terminent ces études sans avoir, pas une seule fois, un roman. C'est un sens. On va passer à un autre point fondamental si on veut arriver vers cette qualité d'éducation. C'est la question de la langue d'enseignement. Depuis 1982, on voudrait que la langue d'enseignement soit à Port-au-Prince, dans les zones urbaines, était dédiée à ces élèves-là. Je suis des élèves qui avaient déjà cette identité d'une
et on utilisait le français pour enseigner. Maintenant, avec la dictature, avec la migration, avec la migration massive de gens des zones rurales qui venaient à Port-au-Prince, parce qu'on est passé de 144 000 en 1950 à aujourd'hui 3 à 4 millions. Donc il y a une migration. Non, c'est une chose. Je vois venir la question. Le créole, laissez-moi suivre, si vous me permettez. Maintenant, avec cette nouvelle population, avec une autre configuration linguistique, une langue qui parle plus français que le créole, et on a gagné le même système traditionnel éducatif où la langue d'enseignement est française. Pardon. On n'a pas gardé la. Non. Il y a de plus en plus le créole est enseigné à l'école comme discipline. Et comme langue effectivement, les deux. Dans beaucoup d'écoles. Dans beaucoup d'écoles. Mais il y a pas une politique. Bien sûr qu'il y a une politique. Elle n'est pas suivie. Mais le ministère recommande, dans les premières années du fondamental, l'utilisation du créole comme langue d'apprentissage. Et d'ailleurs, cette année, de poser les questions, les examens sont donnés en langue. Et l'enfant peut choisir. Souvent, les enfants choisissent le français pour différentes raisons. Et moi, je pense qu'il faut prendre le temps, sans entrer dans un débat d'idéologue, pour comprendre ceci. Faisons-le. C'est quoi la langue d'enseignement? La langue d'enseignement aujourd'hui dans les premières années du fondamental, c'est le créole. Est-ce que c'est respecté? Non, c'est pas respecté. Et comment on va faire pour faire respecter cette question? Ça, c'est une autre question. Mais la politique, elle existe. Elle n'est pas totalement implémentée. Monsieur Oyol, dit le contraire. Il est linguiste, il dit qu'aujourd'hui, il n'existe pas de politique linguistique unifiée pour l'enseignement linguistique. Il n'y a pas la mise en œuvre n'est pas unifiée. La mise en œuvre n'est pas unifiée. Pourquoi la mise en œuvre n'est pas unifiée? Parce qu'il n'y a pas suffisamment, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment travaillé là-dessus. Il n'y a pas suffisamment de manuel en créole. Mais il y en a de plus en plus, heureusement, et beaucoup. Il n'y a pas suffisamment de profs. Ce n'est pas le fait que vous parlez créole que vous pouvez enseigner le créole. Très peu de maîtres écrivent le créole. Vous êtes d'accord? Certainement. Non, on ne peut pas. Il faut, justement, dans les compétences qu'on demande aux maîtres, il faut que les maîtres qui enseignent les premières années du fondamental maîtrisent le créole. Ce qui n'est pas le cas. Très peu d'Haïtiens écrivent le créole aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas appris à l'école. Et ces maîtres aujourd'hui n'ont pas appris le créole à l'école. On va essayer cette pédagogie. Il y a un souci côté parents. Parce qu'en Haïti, la maîtrise du français est supposée conférer une certaine connaissance. Quand vous maîtrisez le français, quand vous parlez le français, c'est signe que vous avez été à l'école. Donc, les parents qui, non scolarisés ou pas, ont ce souci. Leurs enfants, les élèves, doivent pouvoir maîtriser le français. Mais quand on parle d'enseigner avec le créole, ils ont ce souci. Ils disent c'est pour inclure mon enfant, c'est pour qu'il ne puisse pas maîtriser la langue. De moins en moins. Faisons le point. Alors, pédagogiquement, c'est quoi l'utilisation de la langue maternelle dans l'enseignement? Qu'est-ce que ça apporte? C'est fondamental. Alors, on va expliquer ça de façon. C'est fondamental. Pédagogique. On ne peut pas maîtriser l'utilisation de la langue maternelle conduit à quoi? À une meilleure maîtrise des compétences cognitives de base, plutôt lecture, écriture, même la notion de calcul. Sous ces trois compétences initiales de base, l'enfant va plus vite dans la langue qu'il maîtrise parfaitement. C'est pourquoi le créole doit être la langue d'enseignement pour le fondamental. C'est ce qui est déjà dit. Ce n'est pas en cours partout à 100%, parce que nous n'avons pas de maître qui maîtrise nécessairement tous les rudiments du créole dans son écrit, parce qu'il faut corriger les textes en créole, il faut écrire en créole. Et toutes les interactions, ce n'est pas l'oral. Le maître écrit aussi, le maître réagit aussi en créole. Il y a cette contrainte aussi. Ça prendra du temps. Je pense que
il faut être patient dans une réforme éducative. On ne peut pas, du jour au lendemain, décréter une politique éducative. Ça doit s'inscrire dans une durée. On a pris les mesures depuis 82. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à construire pour une école primaire de 6 salles de classe. On est conscient. On a des inspecteurs qui, pour 6 salles, comme on en avait encore pour le primaire et pour le secondaire. Ça prend du temps. Et on n'est pas toujours focus sur les changements à faire. Je suis d'accord. Écoutez, au-delà de la notion de langue, il y a deux choses qu'il faut voir. Moi, j'ai travaillé dans les pays d'Afrique où il y avait 4-5 langues nationales différentes d'une région à l'autre. Où pour unifier, il fallait pratiquement presque une langue internationale ou une langue dominante pour que tout le monde parle la même langue. Je pense qu'on n'est pas le seul pays sur Terre. Pourquoi il ne faut pas qu'on en fasse un débat d'idéologue? Il faut être pratico-pratique par rapport à ça. Si, justement, s'il faut une politique, je comprends quand M. Béouet parle de politique linguistique. Je ne parle pas de l'usage du créole qui est très clair, de la façon dont ça doit se faire. Écoutez, une politique linguistique veut dire, par exemple, c'est l'affichage, par exemple, je veux dire, c'est l'affichage systématique dans toute l'administration publique, dans les 2 langues officielles. Comme ça se passe au Canada. Mais ça voudrait dire aussi que c'est l'apprentissage, ça voudrait une fois que toute la communauté aurait appris suffisamment les 2 langues, ça voudrait dire que c'est l'apprentissage très tôt, le plus tôt possible, dans les 2 langues aussi, très tôt. Parce que, idéalement, si les parents haïtiens parlaient, maîtrisaient, ou la communauté haïtienne parlait, maîtrisait l'anglais, le français et le créole, il aurait été plus sage tout de suite d'immerger les enfants dans les langues qu'ils maîtrisent. Aujourd'hui, la seule langue que l'enfant maîtrise parce que le parent le maîtrise oral, pas écrit, c'est le créole. On démarre avec le créole. Et c'est ce que la réforme a dit et c'est ce qui se pratique. Devrait se pratiquer. De toute façon, de fait, il y a peu de maîtres qui parlent le français. De fait. Il y a très peu de maîtres. 15% à des niveaux divers de français, c'est en général en Haïti. Ce qui veut dire qu'on est dans un système extrêmement compliqué aujourd'hui où l'enfant est perdu. Ce n'est ni le créole ni le français. Le maître ne parle pas français, le maître n'écrit pas le créole et l'enfant est plongé dans un système comme ça. C'est un peu compliqué. Comment on va s'en sortir? C'est là où effectivement, récemment il y a eu l'Académie du créole, c'est là où il faut qu'on s'inscrive véritablement dans une politique linguistique. C'est là où je rejoins M. Oriol, principal de politique linguistique. Ça prend des financements, Parce que, écoutez, la langue, c'est plus qu'une langue d'apprentissage ou une discipline à enseigner à l'école. C'est aussi des savoirs locaux. Quand si on a raconté, paquet de littérature, des images, tout ça dans le créole, on ne va pas traduire en français. Ça ne s'apprend pas en français, ça ne peut s'apprendre qu'en créole. Cette riche littérature qu'on a. De même qu'on a une riche littérature en français, qui n'est pas encore totalement traduite en créole. On ne va pas le perdre non plus, en attendant que toute la traduction se fasse. Et une riche littérature internationale. J'ai été extrêmement heureux aujourd'hui de découvrir. Et la suite, c'est la créole, les images, tout ça dans le créole. On ne va pas traduire en français. Ça ne s'apprend pas en français, ça ne peut s'apprendre qu'en créole. Cette riche littérature qu'on a. De même qu'on a une riche littérature en français, qui n'est pas encore totalement traduite en créole. On ne va pas le perdre non plus, en attendant que toute la traduction se fasse en créole. Et une riche littérature internationale. J'ai été extrêmement heureux aujourd'hui de découvrir que Le Petit Prince est traduit en créole. Ça fait des années. Oui. Mais c'est intéressant, je dis, que son entrée se fasse dans la salle de classe. C'est extrêmement intéressant. On a traduit aussi l'étranger en créole. C'est intéressant. Il y a beaucoup. Voilà. Il faut constituer une base de savoir locaux en créole pour ne pas perdre toute la richesse de ces savoirs locaux dans les langues où ça a été rêvé, pensé, imaginé avec les couleurs, les saveurs, les odeurs de cette langue qui ne se traduit pas. Et aussi donner accès à cette connaissance universelle dans la langue de base qui est le créole. Donc c'est une réflexion qui va bien plus loin que ça. De telle sorte qu'il ne faut pas la réduire
à une question de créole français. Je dois comprendre que ça va prendre du temps pour avoir cette réforme, cette école de qualité, pour avoir aussi, pour faire aboutir à cet élément fondamental, non seulement pour l'enseignement en Haïti, mais pour la vie, le fonctionnement de façon générale, qui est une politique linguistique. La sortie de l'auberge, c'est dans l'ordre de décennies ou siècles? Au moins décennies. Quand on parle de réforme éducative, les ministres qui font des réformes éducatives, qui s'inscrivent ou qui continuent des réformes, ou qui démarrent des réformes, ils savent qu'ils sont patients, beaucoup vont mourir sans voir. Ceux-là qui vont vivre un peu plus de temps vont attendre 25 ans, ça ne se voit qu'à travers une génération. Ce qu'on a démarré il y a quelques temps ou qu'on démarre aujourd'hui, il faut attendre 25 ans. On a une certaine crainte en Haïti, un souci. C'est le souci de la continuité, de la stabilité. Des réformes, des mesures ont été prises, des décrets sont sortis, mais ne sont pas mises en application par le prochain ministre ou le prochain gouvernement. Comment peut-on s'assurer que le prochain gouvernement ou le prochain ministre va tenir compte de ces mesures qui pourraient peut-être donner des résultats? Bon, une chose, c'est pas parce que dans une loi, c'est parce qu'il y a une loi que les gens mettent en œuvre nécessairement aussi. Donc, constitution. La preuve, en 1982, on avait déjà prévu l'élimination des examens. Dans une loi de 1982. Oui, l'examen de la 6e année. Et on l'a fait seulement de Ce qui fait, c'est quand il y a consensus social que ça s'inscrit dans la durée. Et non pas seulement parce que c'est dans une loi. Bien sûr, les 12 mesures aujourd'hui, c'est dans le moniteur du 2 septembre 2014, pris par arrêté présidentiel, discuté et acté dans un conseil des ministres. Un ministre ne peut pas décider de ne pas le faire, mais il peut traîner les pieds, il peut ne pas le faire comme ça. Je pense que quand il y a consensus social, ça marche. Mais on n'est pas sur cette voie-là, en tout cas. Le consensus social. Même par exemple, pour organiser des élections, on n'arrive pas à avoir le consensus. Voire. Sur les 12 mesures ou sur certaines choses dans l'éducation, depuis longtemps on parle de pacte national sur la qualité de l'éducation de qualité. Je pense qu'on va vers ça, on doit aller vers ça, Mais vous êtes optimiste en ce sens? Ah oui. Je suis optimiste pour ça. 150 000 personnes se sont levées un matin et ont décidé de remplir un formulaire pour avoir droit à un permis provisoire d'enseigner. Vous n'êtes pas posé la question? S'il n'y a pas un processus minimal, ça ne se serait pas passé. Les syndicats auraient été contre. La communauté du secteur privé de l'éducation aurait été contre. Plus de 20 000 établissements ont rempli le formulaire pour avoir droit à 4 d'établissement. On aurait été contre. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Je pense qu'on démarre tranquillement. Il y a toute une pédagogie, il faut être patient. La façon de changer vaut autant que ce qu'on change. La manière de changer. La volonté politique est peut-être là pour obtenir cette qualité d'éducation. La massification de l'éducation est concrétisée à travers le programme de scolarisation universelle obligatoire et gratuite. Maintenant, mais cette qualité que nous attendons du système éducatif va prendre du temps. Vous l'avez confirmé. Et ce n'est pas dans 10 ans ou dans 5 ans qu'on va l'avoir. Bon, la qualité ne se décrète pas, on ne peut pas prendre des mesures cosmétiques. Le temps de former des maîtres et d'avoir, on l'a dit, le chiffre 85% de maîtres qui méritent d'être recyclés. Absolument, donc ça prendra du temps. Même si au niveau du permis provisoire, il y a 2 ans d'échéance, mais ça encore, c'est pour une somme de base. Il va falloir continuer dans un processus permanent de renforcement des compétences des enseignants en Haïti. Je pense que ceci est extrêmement important. Et la qualité qui nous oblige, nous impose aussi d'avoir d'autres types d'infrastructures scolaires, d'autres types d'équipements scolaires, d'autres types de manuels. C'est une école qui prendra davantage d'investissement. Aujourd'hui, c'est vrai que le Fonds national pour l'éducation à venir, et que j'espère que très bientôt le pays pourra disposer d'une loi à ce sujet, nous donnera comme pays davantage de moyens pour qu'on passe, pourquoi pas, de 5% de dépenses d'éducation par rapport au PIB à 6, 7, 8, 9, 10%. C'est une première, ça. Oui, 5% c'est, bien sûr, 5% c'est énorme. Écoutez, moi je dis... Non, c'est pas énorme, c'est d'une bonne Pour première. un pays, à l'échelle d'un pays, la République dominicaine, en termes de pourcentage, est à 4% du PIB.
Après, un PIB 7 fois plus important que le nôtre. En valeur absolue, c'est très important, c'est bien plus important que notre 5%, qui est très peu en valeur absolue, mais en valeur relative, c'est important par rapport à l'effort que le pays est en train de faire aujourd'hui. Et malgré tout, on va dépenser mieux, parce qu'il faut éviter aussi des gaspillages. Souvent, on a pris l'habitude, malgré les mêmes ressources, à trop dépenser dans des choses qui n'ont rien à voir avec la salle de classe. Ce qui doit véritablement guider le ministère, c'est la salle de classe et l'apprenant, l'enfant. Beaucoup trop de dépenses n'ont rien à voir directement, on n'a pas d'impact, très peu d'impact de la salle de classe. C'est une promesse que dans un avenir proche, on va investir davantage dans la formation que dans l'évaluation? Mais ça doit être le cas. Et il ne faut pas qu'on sépare la formation de l'évaluation. L'évaluation est un élément de la formation. Et d'ailleurs, ça a donné lieu même à certaines dérives, on peut dire. Dans tout pays du monde, l'enseignant du secteur public, il est déjà payé pour évaluer. En Haïti, on a pris l'habitude de constituer et de faire comme si l'évaluation au niveau des examens d'État était quelque chose à part. Et qu'il fallait doubler, tripler, quadrupler, quintupler. Normalement, un maître est payé pour un processus d'apprentissage. Il peut être mal payé, comme c'est le cas aujourd'hui, mais quand il est payé pour la transmission du savoir, pour animer la salle de classe. Et l'évaluation, et pour évaluer. Donc on ne peut pas, dans un autre processus, et là ça est extrêmement cher, trop cher. 16 millions de dollars. Non, la note est salée. Je pense qu'on ne va pas changer ceci demain matin et du coup arrêter de changer tout. Mais je pense qu'il va falloir qu'on veille un peu à ça, et qu'on renégocie, qu'on rediscute. On ne va pas décréter les choses. Mais à un moment donné, c'est d'être. Merci, Monsieur le Ministre. Le mot de la conclusion, c'est un rapport plutôt à la patience. Il faudra patienter pour avoir cette école de qualité, pour avoir ce système éducatif qui va donner des éléments plus effectifs, plus efficaces pour la société. On va devoir attendre pour avoir cette politique linguistique qui est un élément fondamental pour le mieux vivre en Haïti, pour l'enseignement, mais aussi pour avoir cette école de qualité. Merci du temps que vous avez consacré à écouter et à suivre cette interview. Allez.